Donc bonjour à tous, je me présente donc Fabrice Bidan, je travaille à l'Institut de l'élevage, donc je suis, basé à Angers et je vais vous faire une présentation assez courte sur sur les chaleurs silencieuses, donc sur des essais qui ont été réalisés à la ferme expérimentale de Derval. Donc je vais vous parler de chaleur silencieuse, hein, c'est le terme qu'on utilise en élevage, on parle de chaleur discrète également. C'est vraiment les animaux qui sont cyclés, hein, c'est bien différent d'un anostrus où les animaux ont un problème pour être cyclés. Et je devrais même parler d'ovulation silencieuse, mais j'utilise le terme chaleur silencieuse parce que c'est ce qu'on utilise dans les élevages. Donc à partir des 75 vaches Prilmolstein de la ferme de Derval, on a regardé pendant 3 années la cyclicité des vaches. Donc à partir des dosages de progestérone dans le lait, ça nous a permis de voir tout au long de la lactation, à chaque moment où on avait une ovulation. En face de cette activité, de cette information d'ovulation, on a récupéré des informations d'activimètre et on a pu déterminer ce que les vaches exprimaient leur chaleur. Donc vous avez sur le petit picto, on voit deux ovulations silencieuses, une ovulation qui est exprimée, une ovulation silencieuse et après deux ovulations exprimées. À ça, on a rajouté des informations sur les différents moments où on a mis les animaux à la reproduction, des informations sur la production laitière et des informations sur les températures que subissaient les animaux. Donc sur les 127 lactations qui ont été mobilisées dans ce suivi, on avait à peu près 2 tiers des vaches qui étaient touchées par une chaleur silencieuse. Et quand on a essayé de comprendre quelles étaient les lactations qui étaient touchées, on a vu que c'était bien évidemment, ça je pense que c'est des éléments qui sont déjà bien connus, c'est les animaux qui avaient des niveaux de production laitière élevés au pic. On n'a pas vu de différence si c'était des reprises de cyclicité plus ou moins tardives, parce que on peut rencontrer dans les exploitations des animaux qui reviennent à la cyclicité dès 30 jours, dès 50 jours, voire un peu plus tard. Et on n'a pas vu d'effet de la parité, donc est-ce que c'était des primipares ou des multipares. Ensuite, on s'est dit, c'est quoi les différents profils d'ovulation et silencieuse ou exprimée tout au long des lactations. Donc là, vous avez à l'écran, on a la majorité, donc un quart des ovulations qui sont exprimées dans les ovulations où on avait les lactations où on avait 4 ovulations minimum. Ensuite, on a 15% des ovulations qui sont silencieuses sur la première ovulation. Donc ça, on le dit souvent, la première ovulation, c'est une ovulation silencieuse. Donc ça, c'est assez connu sur le terrain. Mais parfois, c'est la deuxième ovulation, après une ovulation exprimée. Des fois, c'est la deuxième ou la troisième ovulation. Et dans d'autres cas de figure, quand on regarde l'ensemble des lactations qu'on a pu rencontrer dans le cadre de ce suivi, on se retrouve sur tous les cas de figure. Et donc, c'est difficile de dire c'est vraiment ce profil type. Il y en a vraiment plein. Ensuite, quand on a été un peu plus loin, on a été au-delà de la lactation, on a regardé à chaque ovulation, est-ce qu'elle était exprimée ou est-ce qu'elle était silencieuse. Et en fait, sur les 558 ovulations qu'on a pu rencontrer sur les 127 lactations qui étaient disponibles, on a un quart de ces ovulations qui étaient silencieuses. Le rang de lactation et le délai de reprise de cyclicité, comme pour le niveau lactation, on n'avait pas d'effet. Par contre, on retrouve bien évidemment un effet sur le rang d'ovulation. C'est ce que je vous ai présenté juste avant. Les premières ovulations, c'est vraiment celles qui sont le plus souvent silencieuses. Et on a été aussi regarder le niveau de production laitière, donc corriger des autres effets de parité et du moment de ce niveau de production laitière. On a vu qu'il y avait vraiment un effet assez lié. Donc on va dire, l'animal se retrouve avec une compétition de fonction. Est-ce qu'il produit du lait? Est-ce qu'il se reproduit? Un autre élément qui est intéressant à mettre un peu en lien avec les présentations de ce matin, c'est l'effet du THI. Donc on a mesuré donc chacune de ces ovulations, on les a mis au regard des températures et des hygrométries que les animaux subissaient à ce moment-là. Et ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est on voit que sur la droite, lorsqu'on avait des stress sévères ou modérés, la part d'ovulation qui était silencieuse sur ces périodes-là était plus importante. Donc on avait un effet assez notable. Alors est-ce que c'est un effet du THI ou de la conduite pendant cette période estivale où il y avait des THI élevés? Moi, je ne suis pas capable de vous l'affirmer si c'est l'un ou c'est l'autre, mais d'après les éléments qu'on a sur le type de conduite à Derval, on semble aller quand même sur le côté effet du THI. Ensuite, sur l'impact à l'échelle de l'exploitation, parce qu'une fois qu'on a caractérisé les chaleurs silencieuses, quand est-ce qu'on les rencontre, c'est quelles sont les conséquences pour les éleveurs. Donc le premier point, c'est si on parle de fécondité, donc si on a un objectif de reproduction dès 50 jours, hein, ça va vraiment dépendre des choix des éleveurs. Il y a des éleveurs qui ont des objectifs à 50 jours, d'autres à 70 jours, voire un peu plus tard.
Mais si on se cantonne sur à partir de 50 jours et qu'on regarde est-ce que les vaches ont des ovulations silencieuses à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a à peu près 30% des vaches qui vont être en ovulation silencieuse derrière. Et donc concrètement, en termes de conduite dans le troupeau, c'est pour ces vaches qui ont une ovulation silencieuse après 50 jours, c'est 3 semaines de perdu, si l'objectif était de les mettre à la reproduction assez tôt. Et vous voyez qu'il y en a plus de 20%, presque un quart des vaches, concrètement, c'est 1 mois et demi de perdu, parce que c'est des chaleurs silencieuses, donc c'est des cycles perdus. Au-delà de cet aspect de délai de mise à la reproduction, si on regarde en termes de fertilité, c'est quelle est la conséquence? Donc on a assimilé l'ensemble des ovulations qui étaient mesurées grâce au dosage de progestérone dans le lait. Et ce qu'on a pu voir, c'est que lorsqu'on est sur une ovulation exprimée, donc une chaleur exprimée par rapport à une ovulation silencieuse, on va perdre presque 20 points de fertilité. Donc là, la question se peut se poser, est-ce qu'il faut inséminer ou pas ces chaleurs? Donc concrètement, au-delà des impacts sur la reproduction, c'est je suis éleveur et j'ai 3 méthodes pour détecter les chaleurs. Il y a d'autres, mais je vais résumer sur 3. La première, c'est je vais détecter visuellement mes vaches en chaleur, donc une acceptation chevauchement que vous voyez à l'écran. Soit on va utiliser des capteurs, des activimètres, ou soit on va avoir recours au dosage de progestérone comme à la ferme de Derval. Donc sur la détection des chaleurs, si elles sont silencieuses, par extension, l'éleveur ne va pas les voir. Et l'activimètre va peut-être permettre d'en avoir quelques-unes, et le navigator ou le dosage, le VMS 310 de Laval va permettre de récupérer l'information. A l'inverse, si on les voit, et avec ce que j'ai montré juste avant, si je les vois et que je les insémine, je vais potentiellement dégrader ma fertilité. Pour les éleveurs qui font de la détection visuelle, pas de problème sur la fertilité, parce qu'ils ne les voient pas, donc ils ne les inséminent pas. Et donc derrière, c'est factuel, mais au moins il faut se le dire, et sur la fécondité, quelle est la conséquence? Sur la fécondité, pour l'éleveur qui va ne pas les inséminer, il y aura un impact conséquent, on va perdre du temps à ce niveau-là. Ceux qui vont avoir recours aux activimètres, ça va être un petit peu mieux. Par contre, sur ceux qui vont avoir le dosage de progestérone, sur la fécondité, ils vont quand même l'améliorer. Ils vont certes dégrader un peu les résultats de fertilité, il y aura quelques échecs, mais ils vont quand même récupérer quelques vaches qui vont réussir. Et concrètement, comment on fait? Parce que quand je suis en élevage, je ne vais pas avoir les 2 outils. Là, justement, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que les fermes doivent justement tester avec plusieurs outils. Donc, les éleveurs, en général, ils utilisent l'un ou l'autre des outils. Et comment faire justement pour évaluer si on a des chaleurs silencieuses dans son troupeau? On va avoir après, lorsqu'on va être sur une observation visuelle ou des capteurs, après une chaleur vue, donc malheureusement celle qu'on ne verra pas sur les premières ovulations, mais dès qu'on en aura vu une, il faut essayer de noter si on a beaucoup de cycles interrompus après une première observée. Et par contre, si on a un dosage de progestérone dans le lait, si on a des mauvais résultats de fertilité, il faudra aussi des fois aller regarder en plus, voir si les vaches ont une expression de chaleur assez importante. Merci beaucoup pour votre écoute silencieuse. Merci Fabrice. Donc on enchaîne directement avec des questions auprès de Fabrice. Bonjour, Mehdi Misrey, coopérative Origine Plus, service suivi repro. J'aurais une petite question, Fabrice, dans l'étude, est-ce que vous avez pensé à regarder la note d'état corporel des animaux? Note d'état corporel sur la période de prépa-vélage, tarissement prépa-vélage, note d'état corporel au moment de l'insémination, et surtout son évolution. Parce que je pense que la note d'état corporel doit avoir ou a peut-être un impact, mais est-ce que ça a été regardé dans l'étude? Malheureusement, on n'a pas pu le regarder parce qu'elle ne s'était pas mobilisée sur ce site, mais c'est vrai que c'est des éléments qui pourraient être à creuser. Après, l'information sur la production laitière, je pense que il y a des corrélations qui existent avec la note d'état corporel et la production qui pourraient être, qui sont déjà suffisantes. Mais on pourra aller plus loin avec la NEC pendant la repro et voir avant le vélage. Merci. Une autre question peut-être? Justement, pour rebondir sur la question, là, on m'a toujours dit, moi, pour le moment opportun pour inséminer, c'est 2 fois le pic de lactation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez mesuré ou vérifié? Là, ça va être assez difficile de répondre. Ça va être tout dépendre de l'objectif de l'éleveur. Est-ce que c'est de maximiser la fertilité? Est-ce que ça va être d'avoir une fécondité très raccourcie? Voilà souvent des messages. Est-ce que c'est des IVV courts ou plus ou moins longs? Ça va vraiment dépendre du choix. Après, 2 fois après le pic, là, je vais rebondir sur la question d'avant. Les animaux, ce qu'on a pu voir, c'est que quels que soient les pics, les vaches ont différentes courbes de notre d'état corporel. Et on sait que des animaux pour même niveau de production auront des grosses différences de fertilité en lien avec la NEC.
Désolé pour cette réponse un peu évasive, mais voilà. Oui. Est-ce que vous avez fait une estimation économique des 3 systèmes, en fait, en comparé, en tenant compte des différents résultats? Non, on n'a pas été jusque ce niveau-là. C'est vrai que ça serait vraiment intéressant et je pense qu'au regard des résultats de reproduction de la ferme expérimentale de Derval, le système est assez intéressant dans le sens, alors pour moi, en termes d'ovulation, parce qu'ils mettent des animaux pas très tôt à la reproduction, ils ont un intervalle Velagia assez long, mais des résultats qui sont globalement assez bons en intervalle Velagia fécondante, ils sont plutôt dans la moyenne. Et c'est vrai qu'en termes de conduite, c'est 2 stratégies qui sont vraiment différentes et qui sont vraiment à croiser avec, en particulier, les niveaux de production laitière au moment du tarissement. Mais c'est vraiment une vision très globale et pas évidente à calculer. J'ai une question sur le chat et ça sera la seule du coup. La présence de matières grasses dans les rations a-t-elle un impact important pour voir les chaleurs? Je n'ai malheureusement aucune idée sur ce point-là. Désolé. Par contre, moi, j'aurais une question complémentaire à celle de Brigitte, un peu naïve sur l'analyse économique. Issu du monde allaitant, j'étais plutôt habitué à l'indicateur 365 jours, un veau par vélagé par an. Je vois qu'ici, en lait, quelque part, c'est la préoccupation sous-jacente. Qu'en est-il des lactations longues? Et est-ce que, du coup, dans l'évaluation économique, il serait pas intéressant de faire un bilan global sur 730 jours plutôt qu'un sur 365? Sur le lait total produit, sur une lactation et quelques. Oui. Alors aujourd'hui, le constat de façon globale, on est sur un objectif de réduire l'intervalle vélage de l'âge. L'ensemble des modèles, des analyses aujourd'hui et de tous les principaux systèmes vont dans ce sens-là. Après, c'est vrai que les objectifs, des fois, pour y parvenir, sont très coûteux et donc c'est à mettre dans la balance. Mais je pense que en fonction de l'évolution on va dire de la persistance laitière qui a pour moi fortement augmenté ces dernières années, je pense qu'il y a des évaluations qui devraient être remises à jour. Parfait, merci beaucoup Fabrice.